Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trajectoire migratoire. Je suis Tilly. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir comme invité un ancien camarade de promotion. On a partagé 2 années de master ensemble et c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Il s'appelle Faris Ouattara. Il est burkinabé et son parcours est à la fois riche, international et engagé. Il a étudié dans plusieurs grandes universités, travaillé dans des institutions comme les Nations Unies, Action contre la faim, et il a occupé des rôles stratégiques dans la sécurité, la diplomatie et l'analyse politique. Alors, je pense que son regard sur la migration, la vie à l'étranger et j'ai envie de dire les enjeux humains et politiques qui en découlent sont précieux et importants. Alors, installez-vous, détendez-vous et suivez cet échange passionnant. Salut Faris, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour mon cher ami et frère Telly Diallo, que j'appelle affectueusement mon oncle. Moi, tu vois. Tu laisses pas, tu n'abandonnes pas toi. Non, jamais. Mais en même Tu me temps, tu rappelles, vois. parce que j'avais oublié cet aspect. Bah, comme Et on d'ailleurs, dit, la vie fait avant de bien les commencer, choses. pourquoi tu m'as toujours appelé mon oncle? Allez, vas-y. Tout simplement parce C'est que le bon ma moment mère de parler à tout le monde. Ok, parce que tout simplement ma mère est Diallo. C'est Donc, parfait. vous partagez le même nom de famille et je dirais pas pratiquement les mêmes origines parce que elle est burkinabé, c'est d'origine, mais quand on remonte un peu le pédigré, c'est beaucoup plus Gambie, Sénégal, Guinée. Donc, ouais, comme tous les dialogues, vous êtes un peu partout. Ok. On salue la maman de passage, Ouais. merci. Alors, Faris, comme je le disais dans l'intro, on a fait un programme d'études de master ensemble. Et qu'est-ce que le temps passe vite, hein, on le disait, on en parlait en off tout à l'heure. Ça fait déjà plusieurs années. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots? J'essaie de te présenter et de parler un peu de ton parcours. Ouais. Mais peut-être je n'ai pas dit tout, parce que je sais que tu as un parcours très long et riche. Et Oui. est-ce que tu peux en quelques mots peut-être revenir sur toi? Qui es-tu exactement? Avant tout propos, je tiens d'abord à passer mes vives salutations et mes vives félicitations à ton équipe de Yetel et à tous nos éditeurs. Euh, Tu sais, je dirais que c'est toujours difficile de parler de soi, de son parcours. Et je ne sais pas si c'est une preuve d'humilité ou un manque de capacité à faire du bon storytelling. Donc, j'essaierai au maximum de partager un peu avec vous mon parcours, mon background et aussi mes péripéties. Et vous m'excuserez si certains détails m'échapperont parce que, voilà, comme j'ai dit, je ne suis pas doué pour ça. Euh, Concernant mon background, il est varié, mais toujours dans la même lancée. C'est surtout dans le monde de la stratégie, de la diplomatie et précisément de la sécurité. Disons que mon parcours professionnel, si on s'en tient qu'au parcours professionnel, commence à un très jeune âge, notamment en 2013, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, avec mon père qui a une entreprise imprimerie. Mon parcours commence
Je dirais même plus jeune que ça, un peu plus tôt que ça, mais officiellement à partir de 2013 avec des stages au sein de cette entreprise et puis plus tard avec, un poste de direction que j'ai occupé en 2020 et 2025. Au-delà de cela, j'ai aussi commencé un parcours, je dirais, heu, hors du système, de l'entreprise privée de mon père, qui a démarré très tôt en 2016 avec un stage au sein de l'Institut géographique du Burkina, où j'ai été stagiaire, en cartographie pendant quelques mois, je dirais 3 mois si je ne m'abuse et plus tard, hem, je dirais l'année qui a suivi aux Nations unies avec l'UNHCR et plus tard avec UNDSS et UNODC. Et comme tu le sais, avec certaines ONG comme le Counter-Terrorism Group Yes. et aussi Action contre la faim au Burkina et les Nations Unies au OK. siège international à Genève. OK, OK. Ah bah, c'est ce que je dis en fait, le parcours il est long et Oui, il dit quand il était plus jeune, l'écoutez pas comme ça, il est jeune, c'est un jeune brillant, il fait genre, mais bon, on se connaît. De toute façon, on va remonter un peu le fil, de ton parcours mais voilà, avant de parler de ton parcours professionnel, je veux qu'on parle un peu de ton enfance, si c'est possible. Et est-ce oui, que tu avec as grandi plaisir. au Burkina Faso? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire d'abord au Burkina? Oui. Je dirais j'ai passé quoi, 21 ou 22 ans de ma vie au Burkina Faso, si je ne m'abuse. Mon parcours scolaire, il est classique, hein, comme tout le monde. 2 ans et demi. Plus tard, l'école primaire que j'ai faite au Creuset Plus, du CP1, si je ne me trompe pas, au CM2. C'est environ 5 ou 6 bonnes années, si j'ai toujours une bonne mémoire. Et plus tard, j'ai fait mon lycée. C'est comme ça on le dit. C'est quoi la différence entre le lycée et le secondaire? Je ne sais pas trop. Nous, chez nous, c'est comme, tu as un parcours avant le secondaire qu'on dit 6e en 3e année en 3e, qui est un parcours de 4 ans si je ne m'abuse, là où tu apprends certaines compétences basiques, du secondaire. Donc je l'ai fait au lycée Nelson Mandela, qui était un lycée public de du Burkina Faso assez connu. Et plus tard, je suis parti au collège de La Salle, qui si des Burkinabés nous écoutent, savent, qu'elle reste, l'un des meilleurs secondaires, du Burkina Faso. Bon, Shout out je à dis tous les Burkinabés qui nous écoutent. c'est un peu si vous voulez, c'est le secondaire réservé aux élites. Heu, je le dis comme ça, qu'on ne m'attrape pas ma chemise, mais c'est un peu le cas, même si officiellement ils le disent pas. Donc, j'ai poursuivi, ma seconde à ma terminale à ce collège entre 2009 et 2013 et après ça, j'ai fait 2 années d'ingénierie à l'Institut international de l'eau et de l'environnement connu, au nom de Yeux. C'était un parcours, je dirais, qui était un peu mitigé parce que ça ne correspondait pas vraiment à mes aspirations ni à mon objectif. J'aimais bien l'ingénierie, mais je me voyais très mal exercer la fonction d'ingénieur parce que j'avais une passion beaucoup plus sur les questions politiques, sur les questions humanitaires. Et pour ne pas perdre aussi ces 2 années, je me suis retrouvé à faire, comme vous le savez, de la télédétection et de la cartographie. Donc je me suis spécialisé en télédétection, acquisition d'informations des systèmes géographiques, c'est-à-dire tout ce qui utilise les satellites, la cartographie, l'analyse des données qui est applicable dans tous les contextes. C'est une filière transversale. Et à côté de cela, bah, où j'ai fait justement ma licence en télédétection et système d'information géographique. À côté de cela, j'ai aussi fait une licence en coordination et gestion de l'action humanitaire et que je ne clame pas trop parce que j'ai fini tout, mais j'ai malheureusement pas, à cause de plusieurs péripéties personnelles, je vais dire,
je bougeais d'un pays à un autre. J'ai jamais eu l'opportunité ou l'occasion de faire le mémoire et de le rendre. La vie est ainsi faite. Ben, Ouais, j'espère qu'un jour je pourrai le terminer définitivement et passer à autre chose. Après cela, vu que c'était toujours un peu dans la dynamique de ce que je recherchais, mais ce n'était pas trop en phase avec ma vision diplomatique de mes aspirations et aussi de ce que je dirais, j'espérais recevoir de ces formations-là. Et je me suis finalement inscrit en master à, à l'Université libre du Burkina, qui est dans une belle université comme toutes les autres que j'ai connues, où je fais un master en diplomatie et relations internationales. Et plus ok. tard, je me suis retrouvé à Sighed, comme vous le savez. Ah, très bien. Et tu me diras, hein, mais je pense que, comme moi d'ailleurs, hein, parce que je sais qu'il y en a qui le disent aussi, tu aimes les études, hein, ça se voit, ou j'ai envie de dire que tu aimes apprendre. Oui, T'as fait beaucoup d'études et de formations de oui. qualité. Là, tu as commencé à nous parler un peu de ton parcours académique. Au Et c'est Burkina, bien. Oui, je au Burkina, précise. justement. Là, je sais que tu as fait beaucoup de diplômes aussi, beaucoup d'études aussi à l'étranger. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux brièvement nous parler de ton background académique à l'étranger? L'étranger, ben, c'est tout simple. Ouais, Euh, comme tu le déjà, dis, tout simple. oui, Mais double j'ai ton CV, master. hein. Excuse-moi mon humilité, mais bon. Déjà, le double master à l'université de C'est Séguène, je dirais, un master vraiment focalisé sur la recherche. Donc, pour ceux qui sont passionnés par la recherche, l'analyse qualitative et quantitative, c'est le bon master pour ce type de profil-là. Et actuellement, bah, en fait, au-delà de ça, après ça, j'ai exercé, je veux dire, j'ai travaillé quelques années. Et là, je suis au Canada, je suis en pleine reconversion. Donc, je suis actuellement en train de poursuivre une forme de spécialisation, si on peut le dire ainsi. Donc, je poursuis un master d'une année en gestion politique à l'université de Carleton. Je pense, c'est un master typiquement canadien qui est un peu l'équivalent. Euh, il y a un master aux États-Unis à Washington D.C. qui est le principal master par lequel la plupart des fonctionnaires politiques de haut niveau des États-Unis s'intègrent dans la politique. Donc, on a l'équivalent ici au Canada qui est à l'université de Carleton. Et moi, je suis en train de prendre une spécialisation en Government Relations and Advocacy, qui Mhm. est communément connu sous le nom de lobbying. Donc, on évite le terme, mais c'est un peu ça. Et au-delà de cela, je veux dire que ben, j'ai poursuivi des certifications dans des universités comme Harvard, précisément Harvard Business School, aussi un peu dans certaines institutions américaines comme le FEMA, le Federal Emergency Management Agency, qui est en gros l'institution sécuritaire ou l'appareil sécuritaire chargé de la gestion des risques et des menaces aux États-Unis. Et au-delà de cela aussi, j'ai eu plusieurs formations en cybersécurité, par exemple, avec le McAfee Institute, qui est aussi Ok, basé aux États-Unis, et d'autres organisations comme Bellingcat sur le open source intelligence, et puis aussi avec plusieurs autres organisations des Nations Unies. ok, c'est très très intéressant. Et tu m'as pas parlé de McKinsey Ah Academy. ouais. Bah, Bah, il fallait t'attendre à cette question parce que, tu sais, je me suis inscrit, ils ont accepté mon dossier. ah, Je suis tellement en félicitations, retard finalement. sur le programme. Oh, ah, Je crois que c'est le même programme, hein, mais on va bientôt finir, mais je suis très en retard en fait. t'as intérêt à Tellement, je carburer suis parce tellement que sous c'est, l'eau avec plein de trucs à faire à la fois. Mais je ouais, comprends, je comprends. je suis là-dessus, mais
tu peux peut-être voilà, nous parler Oui, de ben, cette expérience que tu as eue. McKinsey, en fait, pour moi, je dirais, je pensais que tout le monde savait un peu, mais je dirais, mon expérience déjà avec McKinsey, elle démarre comment? En fait, je, je dirais qu'elle démarre par la curiosité. C'est une institution dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises dans la haute sphère politique, si on peut le dire ainsi, dans les hautes sphères du business. Ça m'intriguait, ça m'intriguait. J'ai cherché à comprendre et j'ai vu le programme Forward de McKinsey qui est vraiment un programme formidable, qui sont excellents pour ceux qui ont une forme de, je dirais pas de volonté, mais qui recherchent des compétences euh, du monde actuel en soft skills et en résolution de problèmes surtout. Pour moi, je pense que le Forward Programme, c'est un programme qui m'a donné une nouvelle perspective parce que déjà ayant eu ce background avec l'entreprise de mon père où j'ai été directeur adjoint pendant au moins 5 ans et aussi sur la gestion même entrepreneuriale un peu en Afrique. Je pense que ce type de programme-là, il est assez nécessaire pour tout entrepreneur qui veut vraiment avoir une meilleure vision, une meilleure dynamique de certains outils à appliquer pour permettre le succès. Et McKinsey Forward, ça se focalise sur 3 grands principes que moi, je dirais, j'ai acquis ou plus, comment on le dit en anglais, master it. C'est surtout les soft skills, notamment Ouais, l'adaptabilité. moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Oui, c'est très important, surtout dans cette société actuelle où cette ère où tout va vite. Il faut savoir pouvoir s'adapter à toutes les conditions, à toutes les situations. Et ça m'a aussi donné une forme de structure, de pensée, de résolution des problèmes. Par exemple, il y a un système de classification des problèmes que tu pourras apprendre durant cette formation. Et aussi, ça m'a donné une façon de communiquer de façon stratégique et de façon impactante, si on peut le dire. Comme j'ai dit, je n'ai jamais été quelqu'un qui a été je vais pas dire doué pour la communication, mais j'ai toujours eu du mal à transmettre mes connaissances techniques de façon facile, de façon claire. Et ça, je pense que tous ceux qui sont pointus dans leur domaine rencontrent ce problème-là. Donc, je pense que McKinsey Forward, c'est un peu ce que ça m'a donné. Et au-delà de cela, ça m'a permis aussi d'être dans le réseau McKinsey, qui est un formidable Exactement. réseau. Quand tu es Mine de rien, alumni, c'est super oh, oh, intéressant, hein. Le oui, réseau en le soi, oui. réseau il est Il est formidable. très fort, ouais. Et pour l'instant, je ne suis que alumni du Forward Ouais, Programme parce que mais tu peux aller un si peu plus tu... loin, hein. Je Oui, crois que j'espère. On verra bien. J'explore, j'explore toujours. en tout cas, là, tu es en train de me motiver à fond. Tu es en train Oui, de spoiler un peu aussi. oui, non, Euh, c'est une excellente opportunité non, non, parce mais que, bien sûr, parce que pour la petite histoire, moi, j'étais contacté, hein, parce que oui, quand t'as fini et le programme, tu l'avais partagé sur LinkedIn, et puisque c'est, voilà, j'étais aussi sur pas mal de questions, hein, de oui, revoir un peu pas mal de mes compétences, tu vois, transversales. Et dès que j'ai vu le programme, là, j'ai dit, oula, ça c'est intéressant. J'étais sur d'autres programmes que j'étais en train de finir aussi sur un peu la même thématique. oui, oui, Et du coup, McKinsey, je connaissais avant, parce que voilà, qui ne connaît pas McKinsey d'ailleurs, en fait, c'est un gros cabinet international qui influence tous les grands dirigeants ou qui accompagne tous les grands je dirigeants en dirais tout cas à accompagner travers le parce monde. qu'influencer, c'est un Et peu du coup, trop ils ont dit. une vraie marque, une vraie marque de fabrique dans tout ce qui est management, dans tout ce qui est stratégie et dans tout ce qui est voilà développement de compétences, comme tu le dis, les soft skills ou le soft power. Oui, oui.
Et du coup, je t'ai contacté pour, voilà, pour que tu me parles un peu parce que j'étais allé sur leur site, j'ai regardé le programme, je me dit: «Bah, c'est super intéressant». Ouais. Et j'ai vu, les conditions, voilà, qu'ils demandaient pour postuler, pour être admis, pour être accepté. Et je t'ai contacté, tu m'as parlé, du programme et tu m'as aussi encouragé, hein, parce que voilà, et tu m'as motivé comme tu l'as fait d'ailleurs là, moi je trouve ça intéressant. Je me suis inscrit, j'ai envoyé mon dossier, ils l'ont accepté. Là, on a commencé depuis, quelque temps. En tout cas, on finit normalement au mois de décembre. Mais oui, en tout cas, je te ferai un retour après tout. J'espère que tu feras le maximum pour pouvoir Ouais, 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 ouais. terminer le programme Franchement, en ces bonne et due derniers forme. temps, bah, ces temps-ci, je suis très, très pris, mais je ferai le tout, pour arriver, au bout de ce programme parce qu'il est super, super intéressant. Même si tout est en anglais, c'est pas évident. Oui, malheureusement. Je Ouais, sais pas ouais, 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 pourquoi ouais, la mais bon, plupart des on bons se débrouille programmes, avec. c'est toujours En tout cas, dans la langue merci, anglaise. merci pour ce témoignage et pour le partage d'expérience que tu viens de faire. Et est-ce que tu Si, peux, tu l'as déjà fait, hein, et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton background parce que tu l'as dit en fait, tu as travaillé, dans des grandes institutions. Et je veux que tu reviennes un peu sur, voilà, ton background professionnel au niveau de ces institutions, tu vois? Qui sont ok, très connues, tu as travaillé en Suisse, dans des institutions, tu as travaillé dans des organisations humanitaires. oui, Et aussi, nous parler de ce qui t'a amené en tout cas à travailler dans autant de pays, et d'institutions. Parce que tu as travaillé, voilà, au Burkina dans un premier temps et puis après oui, voilà, tu oui, es parti à l'étranger. Tu as oui, travaillé en Suisse et dans d'autres pays et là, tu es aujourd'hui au Canada. oui. Bah, si tu me permets, avant d'y arriver, j'aimerais aussi peut-être mettre en exergue un excellent programme. Heu, J'aimerais aussi parler de ce parcours que j'ai eu avec Harvard, en oui, lien un ouais, peu ouais. avec McKinsey, Ouais, bien qui sûr. est aussi un formidable réseau d'avoir, d'être membre aussi des alumni d'Harvard, alumni de Harvard Online. Faut que je fasse la précision parce que c'est deux programmes complètement différents. Et comme je te le disais, j'ai récemment été certifié en tant qu'expert en stratégie et en leadership. De Harvard Business School. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la similitude avec le programme Forward de McKinsey en termes d'outils et aussi en termes de structure. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je leur recommande vivement aussi de s'intéresser à Harvard Online. Ils ont assez de how to say, d'excellentes certifications qui pourront aussi avoir un impact direct et clair sur les carrières des uns et des autres. En revenant un peu sur mon background, bon, comme je l'ai dit, je vais commencer par la base avec plus de clarté. Je fais un internship dans l'entreprise de mon père, qui est une imprimerie. Et après l'année qui a suivi, j'étais stagiaire agent de liaison. Donc, je discutais directement avec les partenaires et puis j'étais, si tu veux, le point financier. Je vais pas dire le point financier, mais l'intermédiaire financier entre l'entreprise et puis les partenaires. Donc, je faisais quoi, les différentes transactions financières, etc. Donc, pour revenir à ça, je dis, ça c'était un peu basique, mais ça m'a appris deux grandes choses. Ça m'a appris la résilience. Parce que faire du business en Afrique, c'est dur. On le dit pas, mais dans la réalité, c'est difficile. Tous les jours, tu as un challenge à gérer. Et c'est jamais, je veux dire, c'est toujours un challenge, soit lié aux opérations, soit lié à la charge administrative même des pays, ou soit lié au système bancaire. Et je pense que l'Afrique doit revoir vraiment le système bancaire parce que c'est ce qui limite beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'initiatives à aller de l'avant.
Est-ce que tu ne penses pas qu'on a plutôt un problème aussi d'organisation et de discipline? J'aime vraiment parler de ça parce que euh, quand je discute avec certaines personnes qui me disent ah non, en Afrique on travaille pas, les gens sont, tu vois, sont paresseux, je dis non. Les gens travaillent dur en Afrique et c'est un continent où on travaille beaucoup et dur et où on a beaucoup d'entrepreneurs. Le Oui, problème, oui, c'est que et on a un problème en fait d'organisation et de discipline. Donc on prend tout à la légère oui, et d'ailleurs, je pense que la plupart en tout cas, tu vois, les secteurs en tout cas qui permettent en tout cas de faire vivre l'économie. Si tu regardes en fait, c'est des secteurs qui évoluent dans l'informel. oui, malheureusement. Et donc je me dis tant qu'on n'arrive pas en tout cas, tant qu'à s'organiser et à être discipliné, on sera toujours là à dire que voilà, il y a des problèmes. Et ça, ce n'est pas que dans le business, hein. Je pense que c'est Oui, dans la vie et en général, en fait. oui. L'organisation et la discipline est très, très, très importante dans le quotidien d'une personne, d'une entreprise, d'une organisation d'un pays de façon générale. Bon, en fait, tu touches un problème vraiment fondamental même, hein. Moi, je qualifie ça d'un problème éducationnel. Ok. En fait, qu'on se dise, en fait, de façon franche les choses, je pense que l'Afrique n'a pas adapté ses systèmes. Je te prends un cas très simple. Beaucoup d'Africains travaillent dur, mais ils ignorent certains principes fondamentaux comme la loi de Pareto, où on te dit que seulement 20% des efforts font 80% des résultats. Ouais, Tu vois? Il faut, 80-20. voilà, il faut travailler de façon stratégique et intelligente. Heureusement, en fait, je vais dire l'un dans l'autre, ce qui fait que même le système financier en Afrique souffre, c'est le fait que on n'arrive pas à formaliser nos secteurs Ouais, c'est informels. ça, exactement. Voilà. Et On quand n'arrive pas à formaliser, on n'arrive pas à structurer. à structurer, merci. Et je pense que ça même, ça empêche même l'accompagnement financier, l'accompagnement des banques parce que vous n'avez aucune garantie, aucune sécurité. Et parfois, quand vous partez même auprès de la banque, même les garanties de sécurité que vous demandez, si vous les avez même, je pense pas que vous auriez voulu même y aller à la banque, en fait. Mais c'est ça même en fait, parfois il y a des entrepreneurs qui disent que les banques ne prêtent pas. Il n'y a pas d'argent. Et les banques de l'autre côté disent qu'il y a suffisamment d'argent et ils peuvent prêter, mais le Oui, problème c'est qu'il y a un problème de de sécurité, formalisation et de de structuration, formalisation. tu vois. Et les banques, puisque voilà, ils évaluent les risques et Oui, ils peuvent pas se permettre, en tout cas, ils donnent avec, tu vois, des taux d'intérêt très élevé, hein. très élevés et que les employeurs, en tout cas, ne peuvent pas supporter. Et donc, voilà, c'est difficile, quoi, comparé à des pays, tu vois, comme ici, Oui, où tu as les taux d'intérêt qui sont très faibles, oui, oui, mais puisque tout est structuré, oui, il y a une forme, en tout cas, de crédibilité qui s'installe dès le début, en fait, de la relation absolument. qu'on peut avoir avec le banquier. Absolument. Et puis, en plus de cela, je vais dire souvent aussi, ça manque de professionnalisme. Il y a un peu trop de négligence dans beaucoup de choses. Donc ça aussi, ça freine même les clients. Par exemple, aujourd'hui, je vais dire, tu t'engages avec un partenaire, les 2, les 3 premiers produits sont de très bonne qualité, mais une fois que le marché est sécurisé, bah, après tu es un peu déçu à la fin, tu vois? Donc, et un peu de tout ça, et comme tu l'évoquais, c'est aussi le manque de discipline, le fait que aussi, le manque de structure. La plupart des gens, quand ils ont de l'argent, le cash, je dirais pas que la première chose à laquelle en fait, d'habitude, c'est les différentes personnes pensent, c'est de gérer leur quotidien, pas Oui. de fournir le boulot. C'est vraiment je comprends d'une part un peu pourquoi ça se passe comme ça, mais d'autre part, il faut vraiment une dynamique pour changer cette approche-là, pour pouvoir aussi booster, voilà, le continent.
Et c'est vrai ce que tu dis, sauf parfois, en fait, on a du mal à réinvestir, quand on gagne de l'argent dans le cadre Oui, du business. C'est-à-dire au lieu de réinvestir pour, viser, je sais pas, d'autres plus grands résultats, on préfère, absolument, sécuriser un peu, voilà, le peu qu'on gagne ou, absolument, dépenser et dans le quotidien. Alors que plus tu gagnes, plus tu structures, plus tu formalises, plus tu voilà, tu réinvestis et plus tu gagnes, en fait. absolument. Ouais. C'est l'idée que j'essayais de mettre Oui, en exergue. Bah, pour poursuivre encore avec, mon background, donc, et d'ailleurs, en fait, puisque tu dis que tu as commencé avec, dans le business de ton père oui, et comment tu as vécu ça? C'est-à-dire, de commencer ta vie professionnelle, mmh, avec, tu vois, avec ton père, en fait, et que comme propriétaire ou comme patron. Tu l'as vécu comment? Est-ce que c'était bien ou tu penses que voilà, tu aurais peut-être, tu souhaité peut-être le faire, ailleurs avec quelqu'un qui n'est pas, tu vois, de ta famille? Je sais pas, moi, par exemple, bon, j'ai jamais, oui, 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 travaillé, entre guillemets, en tout cas avec les membres de ma famille, oui, oui. tu vois? Mais je me questionne comment ça se passe, en fait? Surtout quand on vient de commencer. Est-ce que tu prends tout à la légère parce que, voilà, c'est ton père ou, Non, est-ce que tu te dis, «Bah, c'est mon père, il faut que je l'aide à faire bien les choses» et est-ce que déjà tout jeune, tu avais cette mentalité-là? bon, tu sais, pour j'ai pas trop envie d'aller dans les détails, mais disons que le business de mon père, il est né quand j'avais quoi? Peut-être 9, 8, 9 ans, hein? Donc c'est un vieux business, ça, c'est un business qu'il a depuis quoi? Donc plus d'une vingtaine d'années. OK, Donc, tu t'imagines ouais. bien. Souvent, oui, c'est intéressant parce que mon père reste un modèle pour moi, un modèle de résilience. Je l'ai On vu le salue de traverser passage. plusieurs épreuves. Il n'a jamais abandonné et ça m'a toujours motivé. Et comme je dis, c'est un business qui a toujours été une part même de mon histoire familiale parce que même avant d'officiellement exercer là-bas, de temps à autre, quand il avait des petits trucs, ben, nous, on partait de nettoyer, on partait de travailler, on partait souvent le week-end assister les employés, tu vois, avec plusieurs autres Ouais, bien choses. sûr. Voilà. Donc, de façon informelle, de façon vraiment passionnée. Mais la difficulté à travailler avec un membre de la famille, surtout quand c'est ton père, c'est souvent de pouvoir faire passer certaines idées innovatrices, tu vois. Parce que je dirais, souvent tu as des idées, de belles idées, hein, euh, et la dynamique même, elle change. Tu viens avec une nouvelle vision, une nouvelle approche, avec une nouvelle génération. Et tu te confrontes souvent à cette vision traditionnaliste, si Oui, on peut tout le à dire fait. ainsi. Où la personne te dit, écoute, la vision de mon entreprise, elle est telle, j'ai pas envie de la changer. Je comprends tout ce que tu dis, mais ça me correspond pas, ça correspond pas à ma valeur. C'est compliqué parce qu'une entreprise aussi sans une valeur claire, je veux dire, pas tous. Mais quand des valeurs même empêchent l'innovation, parfois, ça devient problématique. Donc, je Et pense quand que tu c'est parles de valeurs, tu penses à tu entends parler des valeurs culturelles? dans l'entreprise, je sais pas pour les autres, bon, en fait, je sais un peu pour les autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, mais dans l'entreprise de mon père, je veux dire, sa vision et ses valeurs étaient beaucoup plus culturelles OK. que professionnelles. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et a grandi dans un milieu islamique. Ouais. Il y a cette tradition islamique et cette approche de certaines choses. Parfois, même si, je veux dire, certaines choses sont pas tolérables vis-à-vis des employés, tu es obligé de faire avec. Parce que il y a cette valeur islamique et cette Ouais. approche qu'il a, que je Et salue d'ailleurs, qui est une belle et approche, mais qui exactement. Et souvent d'ailleurs, doit on être parlait de banque adaptée. tout à l'heure, du secteur bancaire et je crois Oui, que c'est aussi, une question, en fait, qui s'oppose aussi, dans beaucoup de business en Afrique. oui, C'est-à-dire qui freine, en tout cas, la relation qu'on peut avoir avec les banques. Les gens absolument. préfèrent, en tout cas, sur la base des valeurs culturelles et religieuses qu'on a,
de Oui, travailler, sans financement oui, et de ne vraiment pas aller vers les banques parce que comme on oui. le sait, tu vois, dans la tradition islamique, voilà, les prendre des prêts avec taux d'intérêt, tu vois, c'est, heu, interdit, prohibé, Interdit, ouais. dans la Prohibé. religion, ce qui fait que justement, en fait, les relations, entre, travailleurs ou, entrepreneurs et les banquiers, se compliquent. Oui, absolument. C'est d'ailleurs, je veux dire, un challenge du monde islamique et je pense que actuellement, si je me trompe pas, je commence à avoir une tendance à vouloir faire des réformes avec des financements halal un peu partout. Mais en Ouais. Afrique, c'est toujours pas Ouais, c'est d'actualité pas et encore, j'espère le que cas, mais oui, comme tu le dis, bientôt ailleurs ce sera. dans d'autres pays, je pense que je vois pas mal de ça aussi, ouais. Même, bah, il y a des prêts aujourd'hui, en fait, qui existent aussi, pour, des particuliers parisiens qui veulent financer leur maison, acheter des voitures de façon halal, quoi. Oui. En tout cas, j'espère que bientôt, c'est l'Afrique aussi va découvrir ces types de produits financiers, que ça pourra booster Bah, si aussi on arrive à le l'économie faire locale. nous-mêmes sans attendre les autres, parce que le plus souvent, tu vois, le secteur bancaire, il est presque importé en Afrique. Et Oui, et 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 là, le malheureusement. risque, en fait, aussi c'est d'attendre, en tout cas, je sais pas, le monde oriental ou le monde, tu vois, musulman, Oui, oui. finissent, en tout cas, de formaliser tout, de structurer tout. Puis après, voilà, ils nous importent ça sur le dans le continent. Moi, désolé, je ne partage pas cet avis parce que pour OK. moi, je pense que c'est une perception. Elle est purement politique. Mmh. Elle est purement politique. Si vous voulez, je veux dire, nous avons des États riches quand même, hein, très riches, En Afrique. très riches. C'est juste que l'argent ne part pas dans Mmh. les investissements ne sont pas faits dans les secteurs clés. Peuvent être faits dans des secteurs qui, en vrai, ne vont pas, j'ai dit, ne vont pas booster même les économies locales, tu vois. C'est pas les populations locales qui vont en profiter. Donc, je pense que même de façon politique, on peut mettre des banques publiques islamiques pour ceux qui veulent, pour certains pays, tu vois, et qui peuvent Mais aussi c'est pas appuyer là la avec une question, en certaine fait. expertise. La question, c'est pas qu'on ne qu'on ne peut pas le faire. On peut bien le faire, mais est-ce qu'on a la volonté de le faire? C'est pourquoi je Oui, dis: mais «Est-ce qu'on va traîner jusqu'à ce que, voilà, les autres nous importent, voilà, leurs institutions comme, ça l'a été avec, tu vois, le monde occidental?» Et puis, je dis pas qu'il y a pas de banque aujourd'hui en Afrique, hein, mais culturellement, est-ce qu'on a des banques qui répondent, tu vois, à nos valeurs, dont on parlait oui, tout à mais l'heure? c'est pourquoi j'évoque la question politique. Parce que Ouais, bien sûr. en vrai, quand c'est la vision politique qui définit la stratégie d'un pays, la conduite d'un pays. Donc, s'il y a pas de volonté politique, il y aura jamais, je vais dire une stratégie définie, il n'y aura jamais des actions mises en œuvre pour aller vers un système. Et je Tout à pense fait. que de moins en moins, l'Afrique même compte sur l'Occident, hein, qu'on se dise Ouais, ça c'est clair clairement en les fait, choses. mais oui, Non, mais voilà. on a la possibilité de faire ces choses-là, mais c'est juste qu'il faut qu'on ait une vision ouverte du Mais en monde. fait, directement, on ne compte Oui, sur, personne en fait. C'est les politiques en fait qui font semblant de compter sur les autres, je vais dire en fait. Mais sinon, le citoyen africain ou le citoyen de tel ou tel pays qui travaille dur pour gagner sa vie n'attend pas, je sais pas, une institution occidentale pour, vivre, hein, il faut le dire. absolument, absolument, je suis tout à fait C'est d'avis. les dirigeants qui attendent et voilà, le monde occidental ou les institutions, de tel ou tel pays, pour vraiment, aller de l'avant. Mais après voilà, je sais que c'est quand même des questions Parfois, qui sont assez, c'est un peu plus complexe que compliquées. ça, voilà. Et je pense que résumer ainsi, c'est Non, trop non, mais facile en fait. bah, oui, bien sûr. Voilà, c'est trop facile de résumer ainsi. Mais oui, il y a un manque de volonté claire, ou je vais même pas dire un manque de volonté. Souvent, c'est un manque de vision. Ils n'ont pas la vision stratégique qu'il faut. Malheureusement, nos dirigeants, sans critiquer, c'est souvent, je veux dire, ils approchent le pouvoir avec une certaine perception de ce que le pouvoir doit être, sans avoir une compréhension profonde des enjeux qui tournent autour. Et OK. voilà.
Et malheureusement, comme je te l'ai dit, tu vois, dans nos pays, il n'y a pas assez de lobbying, il n'y a pas assez d'organisations qui ont des voix fortes, si tu veux, auprès du gouvernement pour négocier, pour définir une stratégie, pour définir les visions, tu vois. Et ça aussi, c'est un gros handicap dans le système politique. C'est malheureux, mais c'est une vérité. Ailleurs, tu vois qu'il y a des groupes de lobbying, il y a plusieurs autres groupes qui influencent la politique, même si souvent il peut y avoir je veux dire, des polémiques ou des controversées autour, mais ça permet au gouvernement de redéfinir ses stratégies, de redéfinir sa vision et de comprendre souvent certains enjeux qu'ils ont mal compris. Ouais, ouais. Il faut ce type de groupe, ce type d'action-là aussi un peu dans nos pays africains pour pouvoir booster aussi bon, certaines réformes. Ouais. Alors, Faris, est-ce que tu t'es toujours vu évoluer dans le domaine des relations internationales? Parce que tu as commencé justement à parler de ton parcours, on a fait une digression un peu, Désolé. mais je sais que tu as commencé dans le privé et puis après, voilà, tu t'es retrouvé dans des grandes organisations Oui, ou dans le domaine des relations internationales, de la sécurité. oui, Et est-ce que c'est précisément. quelque chose que voilà, tu voulais faire dès le début? Tu l'as dit au début de l'épisode, hein. Et quand tu t'es inscrit, à l'institut, c'est pas pour faire, de l'ingénierie, mais tu te Oui, voyais pas dans ça et voilà, parce que tu voulais faire autre chose. Ce que oui, tu voulais faire, c'est justement évoluer dans le domaine, diplomatique, de la oui, sécurité. oui, oui. Ben, je te dirais, franco, depuis que je suis enfant, j'avais deux rêves. Le premier rêve, c'était être pilote. Le second, c'était être diplomate. Trop stylé être pilote. Euh, Bon, malheureusement, je veux dire, plusieurs péripéties m'ont pas permis d'être pilote. Je OK. sais que j'avais voulu commencer même à l'aéroclub de Ouagadougou, mais bon, il y avait plusieurs trucs. Les parents n'étaient pas très ouverts à cette idée. Ben, la diplomatie, c'était ma seconde option, et qui bizarrement elle reste mon option de cœur. Les parents Et vont oui, écouter cet épisode. Si tu dis que c'est les parents qui n'étaient pas, ah bah écoute, je, bah, ben, j'enverrai l'épisode non, aux parents pour qu'ils puissent écouter. Est-ce que c'est toi qui as fui ben, ou c'est les parents? non, ils savent. Donc, Ouais, mais avec, ok. je ne regrette pas, absolument pas Bah ouais, bien sûr. le choix que j'ai fait. Et la sécurité m'a toujours passionné. Depuis ces guerres, vous avez dû l'observer. Euh, j'ai toujours été, je vais dire, comme on m'appelait, euh, il y avait un surnom que vous m'aviez donné avec ma présentation sur la Stasi que j'avais faite. Ah Ouais, oui, ben, alors, plus ou moins un truc je sais plus, sécu c'est vrai quelque que c'est un chose. truc en fait lié à, tu vois, à la sécurité. Eh oui. Ouais, ça me parle en fait, c'est Moussa Ndiaye d'ailleurs en fait, que je salue de passage, qui te taquinait souvent. Oui. Donc, ben, la sécurité, je vais dire, ça a toujours été une passion pour moi. Ça l'est toujours et ça ne changerait jamais. Parce que, je vais dire, j'ai toujours voulu apporter de la protection à tous mes proches, apporter la protection à ceux que je peux. Histoire personnelle que j'ai rarement partagée. Euh, la première attaque terroriste au Burkina Faso, elle a été faite sous mes yeux, hein. J'étais à quelques mètres de l'endroit, j'ai vu tout ce qui s'est passé. C'était en 2015, si je ne me trompe pas. C'était en Et, janvier 2015. Je revenais juste de l'école et je passais par la grande avenue à Kwame Nkrumah. C'était une forme de choc. ouais, Donc, ouais, c'est dur, ouais. heureusement, oui, heureusement, je ne sais pas par quelles circonstances ou par quel miracle, j'ai été épargné. Bah, j'étais pas directement dans la zone, mais j'étais juste à côté de la zone. J'ai vu tout ce qui se passait, Ouais, tu comment l'as vécu, les quoi, deux, oui. oui, je l'ai vécu en tant que témoin. La seconde, bizarrement, elle a impacté ma famille. J'ai même mon petit frère qui en a eu des traumatismes. Et je pense que ce jour, je sais pas, par chance, j'étais avec mes parents et mes frères et sœurs. Ils étaient à un restaurant, tout proche du restaurant qui a été attaqué. Et Et ça, moi, j'étais c'est à Ouagadougou, c'est ça? à À la Ouagadougou, capitale? oui. OK, Les deux attaques à Ouagadougou, oui. OK.
moi, j'étais dans un autre restaurant, pas très loin, et j'étais avec une amie. On avait même décidé de partir dans le restaurant qui s'est fait attaquer. Et quand on a démarré pour y aller, heureusement, je ne sais pas par quel miracle, la personne me dit, écoute, tu sais, je me sens pas très bien, c'est mieux, on rentre à la maison. Et parce que voilà, je me sens pas très bien ce soir. Je sais pas pourquoi, mais c'est mieux qu'on rentre. Et Et il faut le là, savoir, c'est le plan de Dieu. par miracle, un temps, je reçois un appel de mes parents qui me disent, «Eh, tu es où? J'espère que tu n'es pas au restaurant là.» Je dis, «Non.» Je dis, «Moi, je suis rentré à la maison.» Ils me disent, «OK, bon, nous, on peut pas trop parler. On est là, on se cache parce que.» Je dis, «Comment ça?» Ils me disent, «On te rappelle plus tard.» Fin Toi, de t'étais pas encore au conversation. courant, ouais. J'étais pas au courant puisque j'étais ailleurs dans la ville. Ouais. Et là, à ce moment, les réseaux sociaux n'étaient pas très développés et quand il y avait ce genre de trucs là aussi, c'était difficile d'avoir l'information directement. Et là, je reçois des appels un peu partout. «Ah, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans la ville?» Tu vois, des amis qui sont un peu dans les parages, puisque on avait prévu d'aller tous se retrouver au restaurant, tu vois. Malheureusement, ce restaurant-là s'est fait attaquer. Déjà, je peux saluer la mémoire de toutes les victimes, de ces diverses attaques que mon pays ait connues. Donc, Salut leur mémoire, ouais. oui, déjà tout ça, ça m'avait déjà prédisposé, si on peut le dire ainsi, à avoir, voilà, cette passion de vouloir protéger les miens, de vouloir protéger, heu, aussi tout ce que. Le pays, quoi, l'Afrique en général. Parce que c'est vrai qu'en fait, les questions de sécurité, surtout auxquelles toi tu t'intéresses, c'est vraiment Oui, des questions de pointues, en fait. C'est oui, vraiment pas, tu vois, faire une formation pour être agent de sécurité. oui, oui, Et que je salue d'ailleurs, en fait, parce que c'est des gens qui sont sur le terrain. Mais oui, toi, tu es très, très, au haut des gens niveau, en fait, tu fantastiques. vois. Oui. Donc, l'un dans l'autre, je me suis retrouvé finalement à The Counter-Terrorism Group, qui est un groupe, américain qui travaille sur les questions de contre-terrorisme. Et j'ai exercé pendant 2 ans là-bas. J'étais affecté à l'AFRICOM Team, qui est l'équipe chargée de toutes les questions d'analyse en fait, du terrorisme en Afrique dans toutes ces dynamiques. Et par ailleurs, j'ai plusieurs rapports intéressants. Donc, c'est un peu comme ça que ma carrière en sécurité a démarré, si on peut le dire ainsi. Mais auparavant, même avant ça, j'avais déjà commencé à faire quelques stages dans le domaine, notamment à UNDSS, qui est le département de sécurité des Nations Unies au Burkina, et aussi à ONUDC à Dakar, au Sénégal, au siège, qui se concentrait beaucoup sur tout ce qui est des questions de criminalité, de drogue, de terrorisme, de financement, de blanchiment d'argent. Donc c'est un peu dans ça que je me suis lancé. Et je sais pas pourquoi, mais la passion ne m'a jamais quitté. Au-delà de cela, je dirais, j'étais à Dakar, juste après le master de Séguet, où je travaille à l'ONUDC, je travaille aussi pour le Counter-Terrorism Group au même moment. Ben, période corona, je perds Ouais. mon passeport, je perds mes cartes bancaires 2020, 2022, voilà. Donc, contraint de rentrer au Burkina pour renouveler mes documents. J'arrive, le lendemain, on ferme les frontières. Ouais, ouais, Ah ben ouais, là, c'était ouais, encore, il fallait recommencer un peu tout. Et je vois l'offre de ACF, Action contre la faim. ouais, contre la fin, ouais. J'ai, Au Burkina sur place, c'est ça? oui, au Burkina, un agent de liaison de sécurité OK. dans les zones un peu compliquées. Je postule, je fais l'interview, ben, je me sens pas, en fait, à l'époque, je me sentais pas, je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas prêt vraiment. À travailler sur des questions de ce Non, genre dans le pays. pas, si, mais pas à travailler directement sur le terrain, OK. parce que j'avais quelques inquiétudes quant à ma propre sécurité même. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est ce que je dis. Donc, je ne sais pas par quel miracle ou par quoi,
que j'ai mon patron de l'époque qui est une formidable personne, qui me dit: «Écoute, en fait, c'est le premier département sécurité de l'organisation et on a besoin de certains staffs et je vois que tu es calé sur certaines questions et je pense que tu serais mieux à la stratégie avec moi». Et il crée un poste, il me recrute. Et c'est comme ça que je commence ma carrière avec Action contre la faim, en tant que, assistant de sécurité. Et je couvrais aussi de façon, en fait, de territoire national là, sur les questions sécuritaires. J'étais en charge de toutes les équipes qui se déplaçaient dans le pays et au-delà même du pays. Donc, avec tous les moyens, avec tous les types de déplacements possibles. Et j'assurais aussi la fonction de radio-opérateur et d'analyste de plusieurs choses à OK. la fois. Après ça, ben, comme tu le sais, je me suis retrouvé à Genève, principalement au bureau des droits de l'homme. On n'était pas loin, on était voisins. Ouais. Après tu nous as Malheureusement, abandonnés, tu es parti. bon, c'est d'autres péripéties. Donc, je me retrouve en Suisse, à Genève, avec le bureau des droits de l'homme, euh, principalement sur une équipe, un bureau qui venait juste d'être créé, qui est un bureau sur les enquêtes open source. Ah, absolument. Normalement, l'open source est régi dans un cadre particulier avec un système juridique clair. OK. C'est pourquoi on dit open source, collecter toutes les informations ouvertes, accessibles, que ce soit dans le deep web ou dans le dark web, donc sans OK. violation direct, sans violation, comment on appelle ça? De privacy Voilà, des la vie privée. utilisateurs, voilà, la vie privée. Et peut-être un exemple très, très simple pour ceux Mmh mh. qui suivent très généralement l'émission en fait, pas une émission, mais émission sur France 24, généralement là où ils font, par exemple, il y a les observateurs et ils font Oui, de la ils refont en fait l'analyse de l'information pour savoir s'il y a de la désinformation et tout ça. En réalité, le c'est fact-checking, je sais pas, quelque le chose comme ça. fact-checking, si tu veux. C'est une partie de l'open source. Ils appliquent, voilà, les méthodologies et les techniques de l'open source. OK. Ouais, c'est intéressant. Oui, C'est ouais, c'est super intéressant, comme background, comme expérience, hein. Et alors, on va parler de ta vie à l'étranger. Tu as vécu et travaillé dans plusieurs pays, tu viens de le dire, oui, hein, et oui. tu as commencé par le Burkina Faso et tu as vécu dans d'autres pays, notamment la Suisse et les États je crois que tu es allé aussi aux États-Unis, c'est ça? Non. Non? OK, bah, le Sénégal, je crois aussi Oui, le et aujourd'hui Sénégal, tu vis au Canada. oui. Bah, en fait, j'ai fait un peu toute la sous-région ouest africaine. Comment as-tu vécu ces transitions de de vie, d'un pays à un autre? Déjà très jeune, je dirais que je voyageais beaucoup. Déjà, quoi, à mes 14 ans, j'avais déjà fait toute la sous-région ouest africaine. Bah, à 14 ans, donc toi, tu es jeune, hein. Moi, j'ai fait, presque toute la sous-région, mais pas à sautage, quoi. C'était à travers des colonies de vacances. J'ai un peu de Ouais, la je vois ce famille que tu aussi un veux peu dire, en fait, ouais. partout. J'ai de la famille en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger. Donc ça fait que, ben, déjà même entre voyager, aller, je vais dire, visiter la famille, entre les colonies, bon, j'avais déjà cette petite expérience du voyage. Mais c'est là où les parents t'ont gâté, quoi. Mais maintenant, tout passe par tes poches. Malheureusement. Mais bon, ça a ses avantages aussi. J'ai au moins une forme de liberté. Donc, ben, après ça, je dirais mon premier, si tu veux, mon premier gros voyage, surtout hors Afrique, c'est quand j'arrive en Hongrie avec toutes les péripéties que tu connais. Moi, je sais que beaucoup s'y plaillaient, mais je sais pas pourquoi moi je m'y sentais quand même assez bien. Ouais, c'est vrai que, et d'ailleurs, hein, c'est vrai que je te voyais tellement détendu, tellement à l'aise dans le pays.
tu vois, tes rapports, tes rapports avec, tu vois, les autres, ce soit les Européens, tu te sentais beaucoup plus, libre et détendu que pas mal, camarades qui venaient du continent puisque voilà, il faut rappeler qu'on était plusieurs nationalités Absolument. et africaines et européennes, donc c'était un vrai mélange Ouais, et avec des parcours, divers et variés. divergente. Mais oui, c'est vrai que tu vois, je te voyais très très open, très oui, culturellement très open, ouais. Je peux dire que c'était peut-être dû au fait que j'avais déjà eu un bon background aux Nations Unies avant de venir, Mmh. qui était un milieu très divers. Aussi, Le milieu la, multiculturel, oui, professionnel, ouais, ça aide beaucoup. la plupart des écoles que j'ai faites aussi, elles étaient très diverses. Ben, en fait, je vais dire au primaire, c'était une école diverse. Je dirais aussi l'université de Yeux, par exemple, qui était multiculturelle avec toutes sortes de nationalités du continent africain et même des Européens, ce qui est extraordinaire. Euh, IPDA Ouest, là où j'ai fait ma licence en télédétection, système d'information géographique, qui est une école suisse, d'ailleurs, bizarrement, qui est basée en Afrique, dont le siège est au Cameroun, avec aussi diversité, voilà, de, 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 de profils. Donc, j'avais déjà peut-être, je dirais, ce background avant d'arriver en Hongrie. Et la Hongrie, pour moi, je dirais, c'était je vais pas dire une forme de découverte, mais une forme de redécouverte de ma propre personne, tu vois. Je dirais, j'ai approché la Hongrie avec deux aspects. L'aspect selon lequel, voilà, je viens découvrir et peu importe la situation ou peu importe l'expérience que j'aurais forcément quelque chose de positif à en tirer, tu vois. Donc ça faisait que On a le même mindset, en fait. Mmh. Ouais, et c'est je sûr. pense que c'est ce que beaucoup devraient adopter parce que l'immigration elle est difficile, surtout quand Très tu pars difficile, hein. très jeune, Culturellement, très c'est jeune. très difficile, ouais. Oui, c'est c'est un gros choc pour la plupart des gens, surtout ceux qui n'ont pas évolué dans un certain type de milieu, là où pourraient faire face à des difficultés peut-être biaisées ou basées sur voilà, leur race, et tout ça. Donc, moi, j'approche la Hongrie avec les bons côtés, les mauvais côtés. Je trouve que c'est des expériences constructives. Et je m'amusais aussi peut-être déjà, je salue Nina Poda, qui est une compatriote et une très Shout bonne out amie. Nina, docteur Nina. Oui, docteur, avec qui j'avais l'habitude de rigoler. Par exemple, en Hongrie, quand tu arrives et que tu veux t'asseoir en fait, dans le bus et que des gens se lèvent parce que t'es noir, moi, ça me faisait carrément, vraiment, ça me faisait beaucoup rigoler Ouais, parce que je trouvais que c'était un honneur quand même que j'ai assez de place juste parce que je suis tout noir. ouais, Donc, ouais, c'est j'ai vraiment approché la Hongrie comme ça. Et puis bon, il y a le fait aussi que j'ai cherché à ne pas rester dans. ouais. J'ai côtoyé quoi? Ouais, tu Des côtoyais souvent, Ukrainiens. les Européennes. Oui, j'ai côtoyé des Russes, des Ukrainiens, des Marocains, des Turcs, un peu de tout le monde. Et une chose que j'ai adoré vraiment, c'est le fait que ce soit une ville vivante. Il y avait Ouais. toujours des événements. Et c'était le seul endroit où tu pouvais te apprendre des gens, connaître, comprendre, et comprendre même les dynamiques du pays, comprendre même les informations. Et c'est une Et ville, multiculturelle aussi parce que tu as multiculturel, beaucoup d'étudiants internationaux oui, de différents pays, de différentes régions ils sont qui vivent qui étudient dans cette ville, hein. oui, oui, L'université de Ségel, il faut le dire, c'est une grande université qui accueille des étudiants asiatiques, des étudiants européens, des étudiants africains. c'est vrai. Alors, quand on dit, J'ai même eu étudiants temporairement, africains, c'est vrai que c'est un pays où on ne parle, pas français, hein, oui, mais tu as beaucoup d'étudiants, en fait, anglophones oui, qui étudient là-bas, parce que voilà, la plupart, du système, en tout cas éducatif ou en tout cas, il y a beaucoup de programmes d'enseignement qui sont en anglais et donc c'est beaucoup plus facile pour,
tu vois, des ressortissants ou les citoyens qui viennent des pays anglophones de pouvoir aller étudier, puis s'intégrer. Mais oui, Absolument. comme tu le dis, c'est vraiment, c'est une ville paisible, très, très estudiantine, oui. Oui. Donc, l'un dans l'autre, c'était à la fois une histoire d'amour, une histoire difficile, parfois, mais une belle expérience pleine de leçons. Et je pense que c'est même mon passage même là-bas je vais pas dire m'a ouvert certaines portes, mais m'a donné une vision du monde qui a fait ce que je suis aujourd'hui, en fait. Ouais, bah, c'est super. Je pense qu'en tout cas, s'adapter à chaque contexte, chaque culture, n'est pas évident. Oui, Mais justement, quand on est open culturellement, socialement, on peut arriver justement à s'adapter, à apprendre, comme tu le dis, hein. oui, Et il faut avoir un bon mindset pour ça. Parce que quand tu vois les autres, en fait, d'un mauvais œil, dans certains regards, en fait, surtout que c'est toi qui te déplaces, en fait, et absolument. qui va dans leur pays. Normalement, c'est celui qui se déplace, qui devrait Il doit faire se les efforts pour conformer. s'adapter et Ouais, apprendre. Et surtout, on absolument. parle d'un pays où on ne connaît pas trop les Africains. Ça commence à s'ouvrir, hein. Le pays est en train de s'ouvrir avec les programmes d'études. Aujourd'hui, ils Oui. accueillent, comme je le disais tout à l'heure, ils accueillent beaucoup d'étudiants de différentes régions. Et donc, là, ils commencent à voir, à s'ouvrir. Parce que sinon, c'est un pays qui était fermé, qui ne connaissait pas trop l'Afrique ou les Africains en général. Je ne Donc dirais même quand un pas seulement que Africain, les Africains, hein. En fait, c'était, excuse-moi du terme, je ne veux pas frustrer aussi un peu les Hongrois, mais ils sont tellement nationalistes ouais, bah, à la qu'ils limite, oublient communiste, hein, à communautaristes. l'ancienne. Non, communistes, ça va encore, mais je dirais Avant, communautaristes. c'était ça, mais ils ont quand même réussi à faire cette transition, même si on sait bien que voilà, certaines mentalités restent toujours, tu vois, à l'ancienne. Oui, oui, mais pour ma petite expérience, la plupart des personnes que j'ai rencontrées qui ont juste même eu l'opportunité de visiter un peu euh, la partie occidentale de l'Europe, c'est-à-dire la France, la Belgique, je parle des Hongrois, hein, ils étaient très ouverts aux Africains. Et En même général, plus c'est ouverts aux Africains ceux même qui n'ont que... pas voyagé qui sont beaucoup plus fermés. Par contre, Oui, ceux qui ont voyagé, qui ont découvert en tout cas d'autres pays, même si c'est pas des pays africains, sont oui. beaucoup plus open. Ok, en tout cas, c'est super. Ouais. Est-ce que tu te sens chez toi quelque part aujourd'hui? Ou est-ce que tu as l'impression d'être toujours un peu entre deux mondes? Je dirais oui et Pour non. parler de migration, Oui, je dirais oui et non. Parce que oui, dans le sens où, pour moi, je suis citoyen du monde. Comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un qui adore voyager, qui a beaucoup voyagé, qui a vécu dans plusieurs pays. Je ne vais pas tous les détailler, tu en sais un bon nom. Mais pour moi, je suis venu à une seule conclusion. Nous nous ressemblons tous dans tout. Et en fait, notre diversité, elle n'est pas diverse en réalité. Ce sont les noms qui changent pour les mêmes pratiques, la même nourriture, pour la même conception des choses. C'est juste une divergence des noms. Sinon, la pratique initiale, euh, je dirais, la base, la source, elle est pareille, elle est identique partout. Tu vois. Il y a une forme d'universalisme dans tous les pays que nous côtoyons. Je ne sais pas si elle est due au fait que ben, je n'ai exploré que une certaine partie du monde, mais même ceux que j'ai rencontrés des autres parties du monde semblaient partager la même chose. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on est tous citoyens du monde. Je me sens bien partout où je vais. Parfois, oui, je me sens un peu de trop dans certains, je vais dire, c'est vraiment contextuel oui. et situationnel.
c'est pas dans l'ensemble. Je veux dire, je prends quoi? Un exemple banal. Tu peux arriver à ne pas te retrouver le bienvenu dans certains endroits. Et c'est d'autant plus vrai encore pour ceux qui naviguent, je veux dire, à de hautes sphères, que tu peux être considéré comme, je veux dire, ces personnes ne le font pas en mal, mais tu vois, c'est comme, je vais pas dire tu es un peu comme le mouton noir. Oui, C'est, t'es tellement spécifique, tu es caractérisé, tu es le why are you here? Tu vois? Tu comprends ce que ça veut dire? The why. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il reflète? Qu'est-ce qu'il a? En fait, tu vois, c'est une approche avec plus de curiosité que de jugement. Et tu arrives à certains endroits, on te demande, mais comment t'as fait? Allez, tu vois, souvent on pense que, voilà, tu connais quelqu'un t'a, alors que parfois ils oublient que tu as les compétences, et tu as un tu parcours. as, Ouais, tu as un parcours, tu as une tu as histoire la en fait. qualité, voilà, tu as une belle histoire et très souvent, moi, de façon, je vais dire, c'est un peu difficile pour moi, parce que mes parents m'ont toujours éduqué dans la sobriété. Ouais. Non seulement dans la sobriété, mais aussi dans, je dis, quel terme, un terme exact pour ça. Ne pas trop en faire, ne pas pas dans l'avantardise, si tu veux. Donc, j'ai toujours eu, donc souvent, ça peut biaiser aussi la perception que les gens ont de toi. Donc, tu Écoute, peux c'est des valeurs qu'on a dans nos sociétés, hein, surtout nos parents, ils tiennent beaucoup à la modestie laisser. et à la simplicité. Peu importe Absolument, ton statut social, absolument. ils préfèrent justement, voilà, ne pas faire genre voilà, qu'on connaît tout, voilà, qu'on est mieux que l'autre, alors que Absolument, non. absolument. Et alors, au-delà du déplacement, j'ai envie Mmh, de dire que la migration, tu l'as aussi dit, hein, mais je pense que au-delà du déplacement qu'on peut avoir, au-delà de voilà de mmh. de cette traversée en tout cas de frontières entre guillemets internationales, et la migration est aussi une transformation. On apprend et puis parfois on se transforme aussi, hein, et où Oui, on se reconstruit, oui. et tu le ressens comme ça aussi? Genre, je sais pas si tu as arrivé Et à transformer quelque chose en toi, ou est-ce que tu es arrivé à retravailler certains aspects de ta vie? Est-ce que tu es arrivé en tout cas, à déconstruire, certains aspects pour, un peu te refaire, d'une certaine manière, sans pour autant justement aller à l'encontre de tes valeurs? oui, absolument, je te dirais oui. Chaque, voyage est transformationnel, que ce Ouais, soit même à l'intérieur de ton pays ou ailleurs. Déjà, quitter ta famille, je dis, c'est difficile, c'est difficile. Comme je dis, malheureusement ou heureusement, déjà à 18 ans, je je vivais pratiquement hors de ma famille, parce que j'étais déjà interné au campus à l'université. C'était déjà mon premier choc de ouais. vivre hors de ma famille. Et comme tu dis, chaque pays apporte quelque chose. Tu apprends nécessairement quelque chose, même de tes mauvaises expériences. Et moi, je viens avec une philosophie ou une vision selon laquelle chaque voyage doit m'apprendre quelque chose. Chaque expérience que je vis doit m'apprendre quelque chose. Et chaque échec est une opportunité pour moi. Donc, ça fait que mon approche de l'immigration, elle peut être complètement différente de ce que la plupart des personnes ressentent. Mais une chose que j'ai apprise, c'est que, en fait, tu es responsable de toi-même. Ça Tu c'est n'as, ça c'est oh, ça c'est très profond, oui. voilà. Personne n'a l'obligation de t'aider. Personne n'a l'obligation de te donner quoi que ce soit. Personne n'a l'obligation de te donner l'information. Donc, quand tu arrives dans un pays, tu as le choix. Soit rester sur tes lauriers,
soit tu as le choix d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et t'adapter. Je dis Et bien ça, c'est adapter. très, Je dis très important. Essayer de comprendre comment ça fonctionne avant même de te lancer, tu vois, dans le quotidien ou dans la vie comme ça. Et ça, c'est très absolument. important. Merci d'avoir souligné ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est les premières phases. Et moi, quand j'arrive dans un pays, généralement, quand j'arrive dans un pays, le premier jour, je fais une marche d'1 heure dans la ville, sans but, sans rien, pour prendre des repères, comprendre comment les choses fonctionnent. Les magasins ouvrent de quelle heure à quelle heure, ferment à quelle heure, quels sont les types de magasins. Déjà, quand tu fais ce petit repérage, tu as une belle idée de comment leur société fonctionne. Oui, Deuxième chose, je le fais pas tout le temps, mais souvent, si tu as la possibilité, lis la constitution de ce pays. Pour ceux qui ont l'expertise légale ou la curiosité politique, la constitution te donne tout le fonctionnement de la société, de comment ça fonctionne, comment ils pensent, de comment ils abordent chaque loi, chaque c'est principe. très intéressant ça. Donc, quand tu as cette approche, je ne le fais pas généralement partout où je vais, mais quand Oui, je mais sens que je vais durer dans un pays, je vais pour une grosse immigration. Si j'ai l'opportunité, je lis la Constitution ou je commence à m'informer sur les conditions politiques de ce pays. ok. Là, tu arrives, tu es déjà informé. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai quand même, comme tu le dis, hein, même si tu sais pour un court séjour, pour pour une année ou 2 ans, c'est important quand même de s'intéresser voilà, au système du pays en fait, Absolument. soit au système politique, au système institutionnel, de comment est-ce que la société fonctionne, de comment est-ce que tout s'articule, au niveau du pays et comme tu le dis, en fait, pour pouvoir, comprendre ça, il faut aller à la base, en fait, il y a les fondamentaux, en fait Oui, et donc c'est la constitution. Il y en a qui l'appellent, loi fondamentale. C'est les fondamentaux, en fait, qui permettent, en tout cas, de bâtir une société ou de bâtir, un État et c'est super intéressant ce que tu viens de dire, ouais, parce que c'est des choses qui échappent à beaucoup, beaucoup de personnes oui, et malheureusement. et pourtant c'est super. Et en plus, ça te permet même d'avoir moins de problèmes légaux. Parce que tu sais que, si j'arrive, il y a telle chose que ne sont pas tolérées. Par exemple, je te prends un cas très simple. Euh, En Suisse, je dis, il y a certaines substances qui sont légales. Oui. Alors que la frontière entre la Suisse et la France, c'est quoi? À Genève, c'est même pas 10 minutes de route. Bah, ouais, Si tu es au c'est centre-ville, c'est maximum 15-20 minutes, tu es à la frontière franco-suisse. Et si tu rentres en France, les lois sont complètement différentes des lois différent, suisses. ouais. Donc, déjà, quand tu t'informes, tu sais déjà, attention ici, il y a telle chose qui peut poser problème. Quel type de visa j'utilise? Qu'est-ce qui réglemente ce visa? En fait, je pense qu'il y a beaucoup immigrent sans comprendre le type de visa qu'ils ont. Et même pour aller un peu plus loin, parce que c'est des questions que j'ai aussi abordées dans le livre, Oui. questions liées au droit au séjour. Parce Mhm. que c'est quand même, l'une des plus, grandes problématiques, que font face en tout cas, les migrants, Oui, surtout dans les pays occidentaux où oui, les oui, lois se durcissent, de plus en plus. Mais oui, la question du droit au séjour, c'est quand même très compliqué parce que tu as beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, en tout cas à accéder à ce droit au séjour qui est très précaire. Et donc, comme tu le dis, et c'est important quand tu arrives dans un pays, et commencer d'abord par te renseigner par oui, toi-même, pas aller en oui, fait vers la communauté parce que parfois les gens viennent, ils vont directement prendre des informations ou des renseignements oui, la communauté, aller vers, un frère ou un cousin ou je sais pas, un compatriote qui a vécu là. Mais puisqu'on n'a pas tous en fait, le même même parcours, la même parcours, c'est ça? histoire, je pense que parfois aussi, les gens qui sont arrivés avant nous, n'ont pas fait bien les choses et peut-être ils ont eu juste de la chance. Donc si tu vas
vers n'importe qui pour prendre l'information en tout cas, avant de t'engager dans des démarches administratives, Oui, tu risques en fait de passer à côté de beaucoup de choses en fait. C'est absolument. important en fait d'aller vers l'information, d'aller vers les textes, lire, surtout pour tu vois, les personnes qui savent lire, qui ont fait des études. C'est important Absolument. d'aller regarder les textes juridiques, en voir ce que dit la loi sur au moins ta vie. Tu ne peux pas Absolument. exister dans un pays si tu n'as pas le droit au séjour. Et là, moi, c'est des choses que je vois en France où tu as énormément de personnes en fait qui se retrouvent en situation irrégulière. Tu as des Irrégulière. étudiants aujourd'hui qui se retrouvent en situation irrégulière parce que tout simplement ils ont loupé ou on peut le dire aussi, bah, la loi évolue, les Oui, politiques changent, absolument. tout se durcit. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Mais je pense qu'il est important, comme tu l'as dit, en fait, aller aux fondamentaux, c'est-à-dire aller vers ce qui est essentiel. Te renseigner, pas attendre à ce qu'on te dise euh, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, ou aller vers des assistantes sociales qui ne maîtrisent pas trop le système, tu vois. Je dirais même parfois les assistants sociaux sont pas là pour aider en vrai. Ils sont là pour faire un boulot. Ouais, Et c'est tant ça. que ta condition ne correspond pas à ce qu'ils font, je dis, ça Ouais, pas, ils ne pourront pas avoir d'impact. Et une deuxième chose que j'aimerais peut-être mettre en exergue, c'est le fait que, désolé d'utiliser ce terme, hein, beaucoup en fait, de migrants africains ou d'ailleurs aiment les raccourcis. ouais, c'est ça, exactement. Là, je suis Alors d'accord. que à chaque fois que tu prends un raccourci, ça t'allonge en vrai ta procédure. Par exemple, tu sais que tu veux venir t'installer dans un pays pour travailler. Et tu sais que dans ce pays, par exemple, c'est conditionné avec un certain nombre de choses. Tu peux prendre un visa étudiant et tu veux travailler comme quelqu'un qui a, par exemple, un permis de travail. Tu vas te mettre dans des problèmes, forcément. Ouais, bien sûr. Et effectivement, tu as surtout au Canada, hein, tu as Oui, beaucoup d'étudiants qui partent pour vivre, non pas pas pour étudier, mais qui étudier. prennent des visas d'étudiants. Mais ils n'ont pas l'objectif vraiment d'étudier, ils partent parce que voilà, les conditions sont difficiles, ils ont une Oui, licence, après ils se disent, bah, c'est un peu à la mode, il faut aller à l'étranger, il faut aller au Canada, donc les parents financent. oui, oui, Mais ils n'ont pas cette conviction, en fait, de faire des études. Ils arrivent et puis ils découvrent quelque chose qui est complètement différent de ce qu'ils imaginaient au pays. absolument. Et je pense que c'est l'un des plus gros facteurs qui fait que beaucoup de gens se retrouvent en situation irrégulière. En fait, ils ne calent pas bien leur projet d'immigration avec leurs aspirations. Ça veut dire, et en plus de cela, même si tu as un projet d'immigration, tu sais que tu veux immigrer pour travailler, renseigne-toi sur comment avoir le visa de travail, pas le visa étudiant. Si tu veux, par exemple, supposons une résidence permanente, renseigne-toi sur toutes les étapes par lesquelles tu dois passer et travaille pour. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en fait, j'ai eu un- comme invité dans ce podcast un ancien ministre et un chercheur, un docteur qui a étudié au Canada. Je sais pas si tu as suivi, tu as écouté. Docteur Banobari, que je salue de passage, qui parlait de la question de mimétisme en Afrique, notamment en Mhm. Guinée, où voilà, tout le monde essaye de faire la même chose en fait. Et si tu te souviens bien, on avait eu aussi un cours d'un prof qui nous a parlé du système institutionnel africain, où il nous a parlé du mimétisme institutionnel, mimétisme juridique. Et on n'arrive toujours pas à se départir de ça, à faire face à cette question de mimétisme. Chacun essaye de faire comme l'autre et on n'essaie pas de se connaître, de savoir ce qu'on veut exactement. On se lance dans Absolument, une aventure comme ça et puis après, voilà, on arrive et voilà, c'est des complications, c'est des problématiques qu'on n'arrive plus à gérer et puis après, on se retrouve dans des situations qui sont terribles, hein. Et aujourd'hui, comme tu le sais, au Canada, les choses sont en train de changer aussi, comme en France, comme dans presque tous dans les tout pays temps, occidentaux. Ça devient de plus en plus dur.
Donc ce que nous, on essaye, en tout cas de véhiculer comme message ici, c'est vraiment de dire aux jeunes, aux futurs migrants de bien se Oui, préparer, de ne absolument. pas se lancer comme ça en fait dans, voilà, dans le parcours migratoire. Le monde est en train de changer en fait et donc il faut bien se préparer pour avant de quitter son pays d'origine. Oui. C'est d'ailleurs, pour rebondir un peu sur la question, je dirais que c'est la migration, elle est inhérente, elle est c'est quelque chose d'humain. Tout le monde immigre, même les Français immigrent ici, même, ils partent en Chine, ils partent ailleurs, même les Chinois immigrent. En fait, toutes les races, tout le monde bouge. Maintenant, le seul problème, c'est que en période de stress, en période de récession économique, tu as la montée d'un nationalisme qui utilise la migration pour des plans politiques, si tu veux. Et actuellement, qu'est-ce qu'on constate? Entre la récession depuis le Covid, la montée de l'IA, Mmh. entre la quatrième révolution industrielle et entre la préparation, on n'est même plus en guerre froide, on est plutôt en guerre, entre les différentes guerres, Les conflits. voilà, les différents conflits, tous les pays se cherchent. Personne n'est prêt à accueillir et c'est normal. Ça, je dis, même toi dans ta famille, si un temps tu te retrouves avec des difficultés financières, avec des problèmes même de place ou de trucs à gérer dans ta propre famille, tu n'as même pas fini de gérer tes enfants Avec des dettes, et en fait, parce que avec c'est des les dettes, pays occidentaux sont surendettés, en fait, aujourd'hui. voilà. Comment tu peux accueillir des étrangers? Même si tu veux bien tes enfants, ils vont te dire non, pas du tout. Tu es en train de nous rajouter des charges alors que nous, on n'a pas encore fini avec les problèmes. Ou bien ta femme va te dire quelque chose. Donc, c'est un peu cette philosophie-là que on doit commencer à comprendre. L'Europe, je ne le dirais pas deux fois, mais elle est en pleine déliquescence. Donc, ils sont en train de travailler à préparer à ce que ça ne chute pas, Ouais, ouais, c'est vrai. ça ne va pas en décadence. Et je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de voir récemment le National Security, comment on appelle ça, plan des États-Unis, le plan de sécurité nationale des États-Unis, Non, qui accuse l'Europe de, pas qui accuse, qui suppose que l'Europe sera en effacement civilisationnel dans 5-10 ans à cause de leur politique immigratoire. OK. Mais ouais. Alors dis-moi, Farid, quelle est ta Oui, définition de migrant? Est-ce que tu te considères aujourd'hui, comme migrant? d'ailleurs, j'aime pas trop ce terme-là. Ah, Voilà. bah, vas-y, C'est, je t'écoute. j'aime pas le terme migrant parce que elle est utilisée dans des amalgames, Mmh. c'est un, et de façon péjorative, si on peut le dire. Moi, je me définis comme, je ne dirais pas un expatrié, je me définis pas comme un immigrant. Je me définis comme un citoyen du monde qui va où le vent l'amène. Le terme OK, migrant, pour moi, c'est une façon de sous-classer ou de reclasser une certaine catégorie de personnes qui se déplacent d'un pays à un autre. Et c'est un terme, je vais dire, qu'on on utilise à tort et à travers. Pourquoi la plupart des gens, peut-être, qui se déplacent de l'Europe vers l'Afrique se considèrent pas comme des migrants, mais plutôt comme des expatriés. Et c'est le même processus, c'est de la migration. ouais, Donc, pour moi, déjà, même ce terme-là, on doit soit la reconcevoir, soit la redéfinir de façon positive pour que déjà, même dans l'esprit des gens, ce soit clair, ce soit correct. Quand tu dis tu immigres, c'est pas que tu ne sois pas déjà avec, qu'on te voie pas déjà avec tout l'aspect négatif de ce que l'immigration porte. Donc ça, en tout cas, j'entends ce que tu dis, et c'est super intéressant, d'avoir ce regard et c'est pourquoi d'ailleurs, en fait, bah, là, ce podcast, existe, hein, c'est que c'est de voir, comment, à travers, les différents parcours, ou les différents invités, comment on peut arriver
définir le terme migrant et aussi essayer de décomplexer un peu le terme parce que je pense que, comme on l'a dit aussi, hein, la migration, elle fait partie de l'histoire humaine. Tu Absolument. le disais, tout le monde est migrant aujourd'hui et Oui, on a toujours été des migrants à travers l'histoire. Donc il absolument. faut pas être complexé voilà, par rapport en tout cas à ce terme migrant et aussi, essayer de déconstruire un peu les idées ou les débats qui se font aujourd'hui à travers, Tout. les médias, où on essaye en tout cas de parler de façon négative, tu vois, des migrants. Et Oui, donc, mais comme tu le dis, en fait, les expatriés américains qui vont en Afrique, les expatriés européens qui vont en Afrique sont aussi des migrants. Donc, absolument. quand les médias se permettent de décrire de façon négative tu vois, le parcours des migrants, ben, Oui, je pense que c'est pareil, quoi. Genre, ils décrivent les mêmes parcours alors, ou tout simplement, voilà, accepter de voir les êtres humains comme ils sont et de ne absolument. pas voir simplement la misère ou les difficultés ou les problèmes auxquels font face ces personnes aujourd'hui qui essayent de partir de leur pays pour survivre ou pour tenter leur chance ailleurs. Et donc, c'est important en tout cas parce on sait qu'il y a énormément aussi de personnes qui sont dans des parcours très difficiles, des parcours Non, migratoires jamais pire. très difficiles, qui n'ont pas soit la chance ou qui n'ont pas en tout cas les opportunités de faire la migration de façon légale. Oui. Et c'est important en tout cas de déconstruire un peu les idées. Pour l'anecdote, j'ai passé 11 mois, pardon, 7 mois à l'ONUDC et c'était la question principale sur laquelle je travaillais, notamment le trafic des personnes, le trafic des migrants. Et je sais toute la douleur, toute la charge émotionnelle que peut porter la migration, surtout quand elle n'est pas faite dans les normes, quand elle traverse plusieurs pays avec un certain nombre de péripéties et de difficultés. L'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que souvent elle coûte même plus cher que l'immigration classique, l'immigration normale. Heureusement, beaucoup de nos confrères d'ici, d'Afrique, d'Asie, n'en sont pas conscients parce que ils se réfèrent à des réseaux criminels qui n'ont que pour seul but de faire de l'argent, hein. Ils- pour eux, la vie humaine n'a pas une certaine valeur à leurs yeux. Et moi, je pense personnellement, selon mes convictions, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de prendre une route d'immigration autant difficile pour rejoindre l'Europe parce que dans son pays, ça va pas. Parce que au cas positif où il survient qu'il arrive en Europe, il vient avec plusieurs traumatismes, Tout à une fait. difficulté d'intégration et potentiellement un échec en cours. Parce que Une perte ça d'identité aussi. voilà, une perte d'identité. Ben, en fait, quand tu perds ton identité, tu as tout perdu. Tu as tout perdu, oui. Tu as tout perdu. Tu n'as plus de projet, tu n'as plus de vision claire. Et c'est ce qui, je dirais même, ce qui même un peu limite négativement plusieurs Africains dans le processus d'immigration, c'est le manque de clarté dans la vision. Il faut pas Ouais. venir pour venir. Il faut venir en sachant ce qu'on veut faire, pourquoi on vient, combien de temps on veut faire. Et aussi, il faut venir avec une vision non biaisée par les idées reçues. Merci Faris. C'est l'un des messages qu'on aime faire passer, en tout cas, dans ce podcast. C'est très important, ce conseil ou ce message que tu viens de faire, en fait, sur euh, voilà, la sensibilisation, en tout cas, des futurs migrants, à revoir un peu, voilà, leurs besoins, à revoir leur rêve, en fait, de ne pas, en tout cas, s'engager dans des parcours qui risquent d'aboutir à des problématiques qu'ils ne pourront pas gérer ou de perdre d'ailleurs, Absolument. en fait, leur identité, comme on le disait.
Et Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que les politiques migratoires actuelles, prennent vraiment en compte, cette dimension humaine? déjà, il faut qu'on resitue un peu le débat. Mmh. Un pays ne fait pas de la politique migratoire pour des besoins humanitaires. C'est purement pour des besoins économiques. Mmh. Tout pays qui te fait des politiques migratoires, c'est pour des besoins économiques. Par contre, il y a les politiques humanitaires qui sont généralement tout ce qui est lié aux politiques de réfugiés, de relocation, etc. Ça, c'est un autre aspect différent. Il faut qu'on se rende compte que de moins en moins, des pays seront aptes à accueillir. Comme je te l'expliquais précédemment, la situation économique n'est reluisante nulle part au monde. Et quand il y a un contexte comme ça, des pays se braquent sur eux-mêmes. Le nationalisme monte, des pays se ferment, il y a la surcharge. Et aujourd'hui, on est en train d'expérimenter la limite du libéralisme et du capitalisme. Mmh, Et il y a ouais, des changements profonds qui sont en train de venir. Et franchement, ces politiques immigratoires ne seront pas axées sur les besoins humains, mais plus sur les besoins économiques. c'est très pertinent et c'est bien, de revenir sur ça parce que même si tu prends pardon, si tu prends, l'histoire, tu vois, des pays des occidentaux et Oui, l'histoire, en tout cas, de leur, politique migratoire, tu te rends compte que voilà, il y a plusieurs phases en fait, où ils ont ouvert, leurs frontières pour, oui, voilà, accueillir la main-d'œuvre. Puis il y a eu d'autres phases aussi, liées à tout ce qui est la colonisation, la construction, tu vois, européenne après la guerre. Et quand tu, avec un peu plus de recul et tu te rends compte que voilà et c'est vraiment pas de l'humanitaire que même le absolument Canada pas. aujourd'hui, c'est un pays est qui a été tout indexé au grand pays qui a besoin en fait de travailleurs qualifiés, qui est, un pays, d'immigration. Oui, oui, Mais je pense que les choses sont en train de changer aussi, voilà, là-bas. oui, Ce n'est plus comme avant où oui, oui, en tout cas, il faisait des politiques qui encourageaient, l'immigration. oui, Mais là, oui. je pense que ça devient de moins en moins, intéressant et c'est lié aussi, cette question est liée justement au contexte actuel Actuel, oui, que tu as décrit. oui. C'est très intéressant, ouais. Et comment tu arrives à à garder un équilibre entre, ta vie professionnelle intense, et ta vie personnelle? Est-ce que la distance avec la famille, les proches, c'est quelque chose que tu ressens fortement, en étant à l'étranger? Déjà, pour recontextualiser, ah, j'ai une petite famille ici, ce qui me permet d'être équilibré. C'est vrai que c'est jamais évident. Tu as des familles partout, hein. Tu as une petite famille partout, au Sénégal, dans la sous-région, au Canada, en Suisse. Non, mais au Canada, je veux dire, c'est Ah, les ma petite Ouattara là, ils famille, sont mon partout, quoi. épouse, et puis je suis père d'un heureux garçon, ce qui est Félicitations! intéressant. Merci. Vive les Donc, papas, ah ouais, vive, les vive les papas. les jeunes papas. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir être sur tous les fronts en même temps. Et d'ailleurs, je salue mon épouse, le plus grand respect, qui est très compréhensive par rapport à mes activités, à mes obligations. Qu'est-ce qu'on devient ça, les épouses, Ouais, donc qui ça nous me facilite. supportent, dans nos projets, dans nos engagements, parce qu'on a envie de changer le monde. Absolument. Heu, pour la famille, en fait, ma famille qui est restée au Burkina, heureusement que bon, actuellement, nous a facilité la tâche avec, des réseaux sociaux, Ouais, WhatsApp. Ça te permet d'être en contact plus souvent, même si très souvent les agendas s'accordent difficilement, mais au avec le moins tu as décalage des aussi. nouvelles. Les décalages horaires sont fous, ouais. Ça permet quand même aussi d'avoir cette chaleur humaine de nos familles, de pouvoir prendre des nouvelles, de s'assurer que tout va bien, de pouvoir contribuer comme on peut émotionnellement, sans être là physiquement, voilà, à la vie de. OK. Bah, super intéressant et
Comme on l'a dit, hein, on l'a évoqué, tu as suivi des formations en leadership, en stratégie. Tu as un background incroyable en tout cas, mais qu'est-ce que tu as apporté dans ta manière de travailler? Tes formations de leadership ou en soft skills, t'as t'as apporté en tout cas dans ta manière de travailler, de penser aujourd'hui, que ce soit dans le contexte occidental ou même dans le contexte africain. Déjà, 3 choses que je vais pointer. Il faut savoir qu'il y a 3 types de leadership. Il y a le leadership inspirationnel, le leadership transformationnel et le leadership imposé. Donc, pour aller un peu plus en détail, le leadership inspirationnel, c'est tout le leadership qui demande à ce que, voilà, tu incarnes un personnage qui motive, qui accorde de la positivité, qui est prêt à montrer l'exemple. Le leadership transformationnel, c'est tout le leadership qui amène peut-être tes équipes à pouvoir se booster, à pouvoir développer certaines compétences, à apprendre de nouvelles choses. Et le leadership imposé, c'est le leadership qui se fait par la violence, par exemple, par la dictature, par la Mhm. force, qui s'impose en fait. Un bon leadership doit être balancé entre ces trois-là, en fonction du contexte. Tu vois, il y a des moments, il faut savoir inspirer, il y a des moments, il faut savoir transformer, il y a des moments, il faut dire, faut mettre de la rigueur, faut dire, faites ça, faites ça. Parce que souvent, trop de liberté tue la liberté, peu de liberté empêche la créativité, trop de compétences tue même le fait que, voilà, genre, vous puissiez vous accorder sur la résolution d'un problème. Comme j'aime le dire, quand tu prends une équipe où tout le monde est intelligent, vous n'avancez jamais. Il faut équilibrer. Donc, pour ma part, je dirais, moi, c'est que ça a changé dans mon approche. Je dis, elle est très contextuelle. Déjà, ça m'a permis de recentrer l'humain parce que très souvent, quand tu évolues dans le monde corporate, comme on aime le dire, souvent on occulte la dimension humaine. Ouais, On est plus sur les résultats, les KPIs, comme ils aiment le dire. Quel est l'impact? ouais. Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est toujours dans des challenges, dans des trucs. Moi, mon leadership, il a toujours été plus dans la compréhension. OK. Tu viens, on a un problème. Un problème, il est le nôtre. La solution, elle est commune. Elle n'est pas uniquement venant de moi. On fait tous des propositions, c'est-à-dire un brainstorming sur comment on peut résoudre le problème. Et je ne dirais jamais que j'ai les meilleures idées. Tu peux avoir une idée, j'ai une vision avec un contexte plus abouti. Je te dirais, bon, avec tel contexte, est-ce que ton idée est applicable, tu vois? Et on analyse ensemble pour venir à un truc. Donc, c'est plus un mélange du leadership inspirationnel et transformationnel que j'utilise habituellement. Mais maintenant, quand il s'agit de leadership dans la famille, souvent, oui, il faut imposer des choses. Ah, Parce que souvent, il faut imposer des choses, surtout quand c'est avec les enfants, pour mettre des limites sur certaines choses. Et c'est important. Je pense que il le faut très souvent même, pas parfois, pour pouvoir aussi euh, rallier tout le monde dans le même bateau. ok. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, tout est centré autour de l'humain, hein. C'est comme tu le dis, en fait. C'est vraiment une posture humaine. Il faut Oui, l'avoir, cette posture. Pas avoir une posture technique ou une posture en tout cas qui ne parle que de, comme tu le disais, de KPI et tu vois, de résultats ou de chiffres. Il faut vraiment mettre l'humain au centre de tout et que ce oui, oui, soit dans le monde professionnel ou même dans la vie privée, hein, comme oui, oui, on parle de la vie familiale là. Les enfants, on sait que c'est difficile oui, de gérer et c'est important en tout cas d'avoir une bonne posture humaine et absolument, très bon comportement et parce que absolument. l'enfant
Tu vas pas lui faire des slides pour qu'il puisse apprendre, préparer 5 des PowerPoint. slides. Non, des PowerPoint, je sais pas moi, lui faire des cours pour lui dire comment se comporter et être dans cette démarche en tout cas pour l'éduquer. Non, l'enfant il écoute, mais Et il prend. mais il Oui, voit. oui, Il imite en fait le comportement. ah oui, C'est-à-dire il est absolument. dans l'observation en fait du comportement des parents. Oui, Et donc absolument. si tu as un comportement qui est en déphasage, en tout cas qui n'est pas en rapport à ce que voilà, tu prônes et tu risques en tout cas de passer à côté de l'éducation de l'enfant. Et très souvent, dans notre culture, c'est ça, ce qu'on est trop dans le discours, en fait. On explique à l'enfant ce qui doit être fait, ce qui ne va pas être fait. On lui dit, ah, ne fais pas ça, alors que toi, le papa, tu le fais. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, tu vois, genre, il faut pas utiliser ton téléphone à telle heure, alors que Mm, toi, tu es tout le temps sur ton téléphone. Laisse le téléphone, ne va pas sur les réseaux sociaux. Alors que toi, le papa, tu es sur TikTok, tu es sur WhatsApp, il te voit tout le temps sur ton téléphone. oui, oui, Tu absolument. n'accordes pas, tu vois, cette humanité, tu vois, cet intérêt, l'humain. Tu places pas l'humain au centre, tu vois, de la vie. Donc, c'est important de remettre ça. J'ai vu il y a pas longtemps, il y a quelques semaines ou mois, un post ou une publication sur LinkedIn d'un monsieur que je suis, un asiatique, je te l'enverrai après, mais c'est quelqu'un qui a, en tout cas, il a fait un post d'une histoire d'un enfant qui a eu une histoire franchement difficile avec ses parents, quoi. L'enfant était malheureux. Et c'est quelque chose en fait qui est lié à l'utilisation, tu vois, des smartphones, des téléphones, quoi. C'est-à-dire Oui, ben l'enfant, là, c'est en grandissant, il voit que les parents ne sont pas attentifs à attentif. ce qu'il veut, à sa vie et tout ce que tout. Tu vois, les parents sont focus sur leur téléphone. Donc un jour, il leur a dit, il souhaiterait être un téléphone parce que voilà, comme ça, ses parents pourraient être beaucoup plus attentifs, pourraient jouer avec lui, pourraient l'utiliser. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, hein. Puis, on est toujours le modèle des enfants. Ça commence toujours par nos comportements et puis après, on peut pas prôner quelque chose et puis faire le contraire, ça n'a même pas de sens. Et c'est ça. Mmh. Et puis Ouais, bon, il y a un aspect peut-être que j'ai un peu occulté, c'est en fait, tu sais, dans le leadership, il faut avoir beaucoup de compassion. ouais. Et je pense que c'est ce qui manque énormément De dans nos compassion ou sociétés. de l'empathie, je sais pas. Compassion et empathie, je dirais. Parce que tu peux avoir de l'empathie, mais pas sans compassion, tu vois. Mmh. Par exemple, je te prends un cas, quelqu'un qui est malade ou qui est un truc, tu dis oui, j'ai de l'empathie pour la personne, ça me touche vraiment qu'elle soit malade, mais est-ce que j'ai de la compassion pour comprendre son problème, pour lui dire, bon, écoute, je comprends parfaitement ton problème, comment je peux t'aider, tu vois? Et beaucoup, ils arrivent avec cette empathie, mais ne sont pas dans la compassion pour aider. Donc, par exemple, quand quelqu'un a un problème, que ce soit en entreprise ou ailleurs, ils vont te dire, I'm so sorry for you, oh, I'm so sorry for you. Tu vois, how do you dealing with that? Tu vois, ça va Mmh. jamais être, how can I help you? What do you think that I should do to help you? Tu vois, Mmh. c'est toujours dans cette rétention. Moi, j'ai toujours été dans comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que tu Ouais, m'apportes? ouais, Tu c'est vois? ça en fait. Ça revient à l'empathie, quoi. C'est-à-dire l'empathie émotionnelle qui est Mmh. différente en tout cas de l'empathie, je sais pas, compréhensive. Genre, Oui, je comprends ce que tu vis, mais on n'est pas dans l'émotionnel en fait, de oui, ce que oui, la oui. personne vit et c'est oui, c'est très différent, ouais. C'est très différent. On arrive à la fin, de cet épisode qui Oui, est en tout cas très, très passionnant et on va parler un peu de tes perspectives ou, de tes projets. oui. Quels sont tes projets pour la suite?
Tu te vois continuer à Bah, l'international ou revenir vers quelque chose de plus local au Burkina ou en Afrique de façon générale? bonne question. J'aurais, en tout cas, j'aimerais souhaiter, en fait, je souhaiterais même de ma position, quelle que soit, qu'elle soit partout dans le monde, pouvoir contribuer énormément aussi à l'Afrique. Ça reste mon continent de cœur, ça reste là où j'ai grandi, ça reste ma référence, mes bases. Actuellement, mes perspectives, comme je t'ai dit, je suis tout nouveau ici, je viens d'arriver, je suis en pleine spécialisation. C'est de vraiment, vu que je suis dans une perspective d'installation définitive, déjà comprendre comment les choses fonctionnent ici, tirer mon épingle du jeu, influencer ou pouvoir permettre d'être un pont entre l'Afrique et puis le Canada. Le Canada, c'est un pays, je vais dire, amazing. C'est vraiment un pays avec plein de ressources, plein de trucs, plein d'opportunités. Et je pense que ils ont juste, ils sont pas très connectés à l'Afrique. Alors que il peut y avoir plusieurs, C'est pas comme, tu vois, en Europe ou en France où on a quand oui, même un lien un peu direct entre l'Afrique, surtout francophone, et l'outre-Atlantique. ouais. C'est un peu, c'est un peu éloigné de l'Afrique, en fait, je crois, Géographiquement, culturellement et même culturellement et géographiquement. philosophiquement, c'est différent. Donc, c'est de vraiment aussi pouvoir servir de pont entre ces deux continents-là, entre l'Amérique et puis l'Afrique, et qui sait, de pouvoir nouer des partenariats stratégiques qui permettront aux deux continents d'avancer sur leur développement. Et je OK, pense que personnellement, si je travaille personnellement, hein, avec beaucoup de passion, beaucoup de ferveur à pouvoir euh, permettre une harmonisation des politiques, que ce soit africaine et canadienne, dans le sens de l'universalisme, dans le sens de l'humain, dans le sens de vraiment l'inclusion et la diversité. OK. Et si tu devais transmettre un message à celles et ceux qui veulent partir, qui rêvent, d'une vie, ailleurs, d'une meilleure vie, on peut dire comme ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, d'abord de croire en eux, beaucoup d'informations et de savoir que chaque échec est une opportunité de recommencer quelque chose de meilleur. Et surtout de savoir que l'Europe, ce n'est pas mieux que l'Afrique en quelque sorte. Ce n'est pas mieux que l'Afrique et parfois, je dirais, on se sent mieux même en Afrique qu'en Europe et d'avoir un plan solide et clair. Quand tu immigres, il faut avoir des objectifs clairs. OK. Et là, c'était, ouais, un conseil pour, ceux qui veulent partir. Et maintenant, si tu devais donner un message aux auditeurs de la diaspora africaine, quel serait-il? Ben, déjà, je, je vais déjà leur souhaiter un bon courage parce que je sais que c'est jamais évident d'être loin, c'est jamais évident de s'intégrer dans une société là où tu es une minorité. De ce que j'aurais souhaité, vraiment, c'est ma perspective. Je sais que depuis ces guerres, j'ai eu beaucoup d'incompréhension avec beaucoup de membres de la diaspora sur ce sujet-là. Ne restez pas enfermés en communautarisme. C'est vraiment un message profond, un message vraiment de tout cœur que je partage aux membres de la diaspora. Je pense que c'est bien d'être en groupe, mais c'est bien aussi d'explorer, de chercher à comprendre comment les autres vivent, de chercher Absolument. je ne dis pas d'imiter, je ne dis pas de faire du mimétisme, mais comprendre, essayer de voir comment on D'apprendre. peut Ouais, d'apprendre et c'est aussi ça. apporter. Ouais, Aussi exactement. apporter. Et j'ai l'habitude de dire, par exemple, avec ma femme, quand j'arrive dans un pays, je dis, bon, quels sont les restaurants africains? On commence à regarder, on visite un peu chaque restaurant africain pour voir la qualité du service.
Et je dis toujours à ma femme une chose. J'ai dit, la façon dont les restaurants africains sont conçus, elles sont juste conçues pour des personnes africaines. Et ça fait que le business ne peut pas marcher. Au restaurant asiatique ou voilà, c'est C'est ouvert à tout le ouais, monde. c'est Ils ouvert à tout le adaptent. monde. Ouais, Et partout où je suis passé, j'ai eu l'opportunité de dîner dans des restos de luxe, dans des endroits vraiment super luxueux, mais j'ai jamais, au grand jamais, malheureusement rencontré vraiment de la cuisine africaine à ces hauts niveaux. Alors qu'on a tout le potentiel. C'est juste le cadre qui manque. Et je pense que notre diaspora, notre défaut, le plus gros défaut de la diaspora, c'est de se plaindre. On se plaint plus qu'on essaie de faire vraiment, plus qu'on ne s'intègre, si tu veux. ouais. Ça, c'est un très bon conseil, en fait, d'intégration. C'est important d'être open, d'aller vers l'autre, Oui, avoir, apprendre oui, et surtout, surtout. tout en restant soi-même, tout en Oui, et voilà, puis éviter de tout trop en juger. exactement. Les préjugés, c'est en tout cas, c'est des facteurs qui nous bloquent parfois, en fait, dans le parcours, en tout cas, d'intégration ou dans les démarches d'intégration. Il faut être open et puis, il faut avoir un mindset, positif, en fait, parce que Absolument. de toute façon, dans n'importe quelle société, tu as toujours des bonnes et des mauvaises choses. Tu as toujours Oui, des bonnes et des mauvaises personnes. Donc, ça, c'est dans absolument. toutes les sociétés, dans toutes les familles, tu as des situations comme ça. Rien n'est parfait dans la vie. Il faut juste travailler son mindset, sa mentalité et apprendre à voir, tu vois, la vie de la meilleure façon qu'elle soit, quoi. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode très passionnant. Est-ce que tu as une citation? Ça, c'est une surprise, une question de surprise. Bien sûr. Est-ce que tu as une citation et un proverbe burkinabé qui te parle particulièrement? Proverbe burkinabé, j'en ai pas vraiment. Une citation alors? Par contre, j'ai une citation qui a toujours été mon mantra, OK, qui est une citation d'Henry Ford, qui dit que OK. l'échec, c'est l'opportunité de recommencer de façon meilleure. L'échec, c'est l'opportunité de recommencer de façon meilleure. Ah oui, d'accord, très bien, je la connais. Harry Ford. OK, merci beaucoup Faris d'avoir Je vous accepté en prie. cette invitation et d'avoir partagé ton parcours. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que les Merci. personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront apprendront aussi de ton parcours. Merci à tous et à toutes et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et vous avez aussi le podcast sur Spotify. Et merci, à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Faris. Allez, bonne suite.